Demain soir donc sur TF1 et sur LCI, le président devrait dresser un bilan de son action, notamment évidemment sur le terrain économique. Bonjour Marie Viseau. Bonjour. Ça va? Ça Pour va le bien. Figaro, merci d'être là. Ouais, ça va, merci. Cette reprise économique française, c'est vrai, quand on regarde les chiffres, c'est l'une des plus fortes en Europe, mais qui vient, on le sait bien, après une année 2020 qui a été aussi passablement plombée. Ce rebond qui est très puissant, l'un des plus puissants encore une fois d'Europe, il y est quand même pour quelque chose, le président. Alors, il y est pour quelque chose et en tout cas, il va pas se restreindre à le rappeler, comme vous disiez, David. Il va demain soir devant les Français sur TF1 LCI. Dans une période qui est un peu celle des bilans, quand même. Et évidemment, il va dresser un premier bilan flatteur de son quinquennat, parce qu'il n'y est pas pour rien, c'est vrai. Et sur le volet économique, il va valoriser effectivement cette spectaculaire reprise française. Ce regain, cette bonne santé du marché du travail dynamique, ces baisses d'impôts sur lesquelles il s'était engagé et qu'il a qui globalement d'ailleurs ont été tenues, les fameux 50 milliards moitié pour les entreprises, pour les particuliers. Tout à fait, parce que ça a été engagé dès le début du quinquennat. Donc il a pu tenir cette promesse avant que ne lui tombe dessus la crise du coronavirus. Donc effectivement, il va arriver avec ce tableau flatteur, prometteur, devant les Français et leur dire regardez, l'économie française se porte bien, se porte mieux que dans de nombreux pays voisins et il pourra le mettre en partie à son crédit, effectivement. Oui, enfin après, il y a la pandémie, on le sait bien, qui a dégradé les comptes publics, c'est l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Mais en même temps, c'était inévitable. Tous les pays du monde se sont pris, je ne sais pas, 10 ou 15 points de plus de dette publique. C'est ce qui a sauvé les emplois, c'est ce qui a évité des faillites, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on rebondit plus fortement. C'est pas un mauvais procès. Est-ce que la droite ou d'autres, d'ailleurs, auraient dépensé moins ? Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites, David. Alors, effectivement, la pandémie arrive, on lance le quoi qu'il en coûte, ça nous coûte des dizaines et des centaines de milliards d'euros. Tous les pays le font, tous les pays se disent de manière concomitante, il est hors de question de laisser tomber nos économies. Et c'est la contrepartie, effectivement, à ces finances publiques extrêmement dégradées que l'on récupère aujourd'hui. C'était inévitable. Oui, alors maintenant, il y a débat sur fallait-il autant aider, fallait-il autant dépenser pour soutenir les entreprises et le pouvoir d'achat des ménages. Alors aujourd'hui, on en discute, les économistes en débattent. Le gouvernement, lui, il cite cette étude de l'IPP, dont vous avez parlé d'ailleurs sur votre antenne, qui dit que sans le quoi qu'il en coûte, ça aurait coûté encore plus cher aux finances publiques. Donc effectivement, la reprise, elle vient aussi du fait qu'on a sauvé notre économie pendant la crise, mais elle se paye, c'est vrai, avec des finances publiques complètement plombées. Le problème, c'est que nous, on partait de moins bien que les autres, si on se compare à nos voisins. C'est-à-dire que notre déficit était déjà plus élevé avant la crise, notre dette était déjà plus importante avant la crise. Donc aujourd'hui, même si la dégradation est quasi similaire, mais on part effectivement d'un niveau d'un niveau plus élevé, donc on est moins bien. On est franchement moins bien que les autres aujourd'hui. Ouais. Enfin, tout dépend si on parle plus élevé, plus bas en termes de dette ou en termes de déficit. Ça dépend comment on le dit. Mais juste un truc sur Marie, sur la pandémie. Oui. Au final, elle a coûté quoi, 100 milliards? On a le chiffre au final, puisqu'on a ce budget 2022 qui devrait être voté demain au Parlement. Mais dans ce budget 2022... il y a quand même un espèce de flou artistique qui est entretenu, c'est sur qu'est-ce qu'on a réellement décaissé, qu'est-ce qu'on a budgété, qu'est-ce qui est prévu. Si on dit qu'on est autour d'une enveloppe de 100 milliards d'euros, plus 100 milliards d'euros, on est à peu près dans l'ordre de grandeur. C'est énorme, évidemment, 100 milliards d'euros, surtout que des conséquences de la pandémie, et ça on peut en reparler si vous voulez, c'est-à-dire la reprise et l'inflation, il a fallu aussi dépenser de l'argent pour contrer les effets de l'inflation. Et ça, c'est ce qui se passe depuis le mois de septembre. C'est-à-dire que cette reprise, finalement, elle creuse aussi d'une autre manière le déficit parce que le gouvernement a décidé, et ça aussi on en a déjà parlé ensemble. De mettre des boucliers sur les prix d'énergie. Des boucliers, des coups de pouce sur le chèque énergie, l'indemnité inflation, pareil pour
pour lutter contre les effets de l'énergie. Voilà. Et tout ça, c'est évidemment dans la période dans laquelle on est, c'est-à-dire en campagne présidentielle. Ce sont des dépenses brutes. Hein. On ne les gage pas sur des économies supplémentaires. On n'est absolument pas dans une période. Marie, il n'y a pas du tout de mesures d'économie dans ce budget 2022. Ah non. Il n'y a pas du tout de mesures d'économie. Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement laisse filer la dépense sur ce budget 2022 ? Là, c'est vraiment... alors, à quelques détails près, hein, évidemment, mais qui sont sont comme une mesure en termes d'ampleur. Oui, il laisse filer la dépense. Il a donné 11 milliards. Vous savez, c'est l'exercice annuel et traditionnel de négociation annuelle avec les ministères. Ils en voulaient 20, les ministères, quand même. Hein. Ils en voulaient 20, on leur a donné 11. D'habitude, on arrive à leur rogner toujours un petit peu sur leurs dépenses. Cette année, on leur donne 11. C'est énorme. C'est vraiment énorme par rapport à un budget traditionnel. D'ailleurs, ça donne des armes à la droite pour leur taper dessus. Ils sont passablement agacés, ils sont dans leur rôle. Voilà, la droite a toujours eu un discours sur les finances publiques qui était un petit peu plus dur que celui de la majorité en place. Voilà. C'est toujours plus facile quand on est dans l'opposition, mais ça, c'est un autre sujet. Bercy qui s'est battu pour que le déficit budgétaire affiché, en tout cas prévisionnel sur 2022, ne dépasse pas 5%. Après, ça sera tenu, c'est une autre paire de manches, mais... Effectivement, c'était une espèce de ligne rouge. C'était, on ne veut pas que le déficit l'année prochaine, post-année de reprise, de grande croissance, dépasse 5%, parce que c'est déjà 5%, c'est pas mal. Et donc, d'ailleurs, ils ont utilisé des petites techniques, c'est-à-dire que par exemple, l'indemnité inflation de 100 euros pour 38 millions de personnes, hein, vous vous souvenez, dont les revenus ne dépassent pas 2 000 € net par mois, et ils l'ont budgété un peu sur 2021 et un peu sur 2022, vous voyez, pour que ça ne dépasse pas ce seuil des 5% du PIB l'an prochain. Ils ont essayé de donner avec ce chiffre un certain gage de sérieux budgétaire. On est vraiment au-delà des autres sur le déficit public sur 2022 avec 5%. On est pas mal, hein. On est largement au-dessus de la moyenne européenne. Les Allemands seront à 2,5 l'année prochaine, pour vous donner un exemple, mais ils partent de 6. Nous, on part de 8, on arrive à 5. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. À partir du moment où nous, on part d'une situation plus détériorée, même si on l'améliore l'année prochaine, par le retour de la croissance et donc des recettes fiscales, hein, bien plus que par des économies, de toute façon, on se retrouve moins bien que les autres. Les Italiens et les Grecs font pire que nous. Il faut reconnaître, au terme de ce quinquennat, que le redressement des comptes publics n'a jamais été au final une priorité pour le président. Alors, en tout cas, il n'en a jamais fait une espèce de bataille. De mantra ou d'alpha ou d'oméga. Oui, c'est ça, de dire je vais promettre. Enfin, évidemment, il ne le disait pas comme ça, mais vous vous souvenez de François Fillon, on traduisait ça par promettre du sang et des larmes sur le champ des finances publiques parce qu'il fallait redresser la situation du pays. Lui, il n'a jamais prôné cette voie-là. C'était plutôt la voie raisonnable d'un espèce de désendettement progressif. La dette devait revenir à 93% du PIB. Le déficit quand même à 1%, c'était plutôt ambitieux. Mais c'était jamais enrobé d'un discours, ça va être difficile, il faudra faire des efforts. C'était pas son mantra. Mais même ces objectifs n'ont pas été tenus sur la réduction du nombre de fonctionnaires de la fonction publique d'État. De mémoire, on était, je crois, 50 000. Oui, 50 000 promis pendant la campagne. On n'y est pas, je crois qu'on est à 0 au final. Hein. Oui, on est en 1000 équivalents temps plein, c'est-à-dire une goutte d'eau. Mais là aussi, la réalité l'a rattrapé. Alors, cette histoire de nombre de fonctionnaires, ça a commencé avec les Gilets jaunes, vous savez, qui demandaient plus de proximité, plus de services publics, en plus de fin du mois décente. C'était toute cette période où les Français ont demandé davantage de services publics. Et dès les Gilets jaunes, on a arrêté de supprimer des postes de fonctionnaires. Alors on a réalloué après en fonction des natures de postes, c'est-à-dire qu'on a mis plus dans l'éducation, dans la justice, dans la sécurité, et puis on a un peu grignoté toute la partie ministère des Finances, ministère de l'Emploi. On a réalloué des postes, mais au final, on n'a fait aucune économie sur le quinquennat, sur une réforme de la fonction publique, pas plus qu'on en a fait comme il pensait le faire vraiment au début de son quinquennat sur la réforme des retraites. Voilà, c'est la grande réforme ratée de ce quinquennat, pareil, rattrapée par une réalité qui ne lui a pas permis de le faire. Et donc, résultat, nos finances publiques sortent, et c'est d'ailleurs le titre de votre enquête du jour dans Figaro, de ce matin, les finances publiques françaises qui sortent essorées de ce mandat. Après, si on se projette un petit peu, on finit là-dessus, Marie, il y a des règles budgétaires européennes qui sont suspendues jusqu'à la fin 2022.
après, il va falloir rentrer dans les clous. On sait on a vu le président de la République qui était avec Olaf Scholz, le chancelier, pour chercher à convaincre les Européens, notamment les Allemands, de mesures intelligentes. Et pour ne pas revenir aux 3%, aux règles d'avant. Aux anciennes règles, il parle des vieilles règles budgétaires créées au début des années 90. Effectivement, les temps ont changé, les conditions ont changé. Il va y avoir une grosse discussion avec les partenaires européens parce que Paris veut profiter de cette période pour modifier les règles du pacte de croissance et de stabilité. Bon, c'est pas gagné. Les Allemands ne sont pas complètement fermés à cette idée, mais ils ont encore. On ne reviendra pas à la règle initiale, mais on s'en approchera quand même un peu. On s'en approchera quand même. Les Allemands, ils tiennent par exemple au seuil des 3% de PIB. Ils sont plus souples sur la règle de 60% pour la dette, par exemple. Enfin, on n'est pas encore complètement raccord. Ils ne sont pas fermés. Ils ont bien conscience. Eux aussi. Enfin, quand on est à 115% de dette publique, la règle de 60%, elle est morte, quoi qu'il en soit. Ah ben, pour nous, on en est extrêmement loin. Et c'est la raison pour laquelle. Ça va être difficile de négocier parce qu'en fait, on négocie pour nous avec 113% du PIB de niveau de dette. Finalement, cette négociation, elle est pour nous. Et puis, il y a quelques pays, Autriche, Pays-Bas, Suède, les pays frugaux, qui vont, parce qu'on parle toujours de l'Allemagne, eux vont sacrément s'opposer à de nouvelles règles qu'ils qualifieraient, eux, de laxistes. Bon, on en reparlera l'année prochaine. En tout cas, merci beaucoup. Explication signée Marie Vizot, rédactrice en chef adjointe donc au Figaro. Merci Marie. Merci à vous. Bye. À bientôt.